Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour l'émission 20 minutes chrono, le point juridique, comptable et fiscal de l'URPS Médecins. Notre objectif est assez simple dans cette émission, c'est de traiter donc en 20 minutes un sujet fiscal, juridique ou comptable qui vous concerne, vous, médecins libéraux ou médecins futurs installés en Ile-de-France. Et aujourd'hui, nous allons parler des baux. Chacun sait qu'au moment de s'installer, l'étape décisive de trouver un local vous concerne tous. Et quand on a enfin trouvé le local professionnel qui nous permet d'exercer, c'est-à-dire un local pas cher, aux normes, avec de la lumière, grand, il convient alors de se poser la question de quel bail signer. Et là, on se retrouve confronté à la grande famille des baux, c'est-à-dire le bail commercial, le bail civil, le bail professionnel, le contrat de mise à disposition. Les choses se compliquent donc à ce moment-là. Alors la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est finalement quel bail signer. Pour y répondre, nous avons bien entendu avec nous aujourd'hui Camille Pichon. Bonjour Camille. Bonjour. Moi, Camille, vous êtes juriste au sein de l'URPS Médecins Libéraux. C'est vous qui répondez donc aux médecins libéraux quotidiennement au 01 45 45 45 45 qui est le numéro donc d'appel unique régional. Et nous avons également le plaisir d'accueillir avec nous maître Christophe Cardozo. Bonjour. Bonjour maître. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes titulaire d'un DES en droit immobilier. Donc on va parler à un expert aujourd'hui. Et si vous voulez bien maître, la première question qu'on va vous adresser, c'est de nous décrire un petit peu la grande famille des baux pour qu'on puisse introduire donc ce sujet. Très bien, alors la grande famille des baux effectivement se divise en plusieurs catégories qui dépendent effectivement de l'activité qui est exploitée au sein de l'immeuble ou des locaux en question. Alors nous avons tout d'abord le bail civil, qui est le bail de type générique, supplétif, qui va s'appliquer ce qu'on appelle de manière commune à l'ensemble des activités qui ne sont pas prévues dans le cadre d'un autre type de bail. On a ensuite le bail d'habitation qui lui est effectivement affecté aux exploitations non pas professionnelles mais semi-professionnelles et habitation, ainsi que le bail commercial que tout le monde connaît, qui est réservé essentiellement aux activités commerciales mais auxquelles on peut effectivement se soumettre par la simple volonté des parties, et le bail rural qui je pense ne fait pas partie de notre 20 minutes chrono aujourd'hui puisqu'il concerne les exploitations agricoles. Alors, les différents types de baux et leurs singularités, vous nous avez parlé du bail civil. Concrètement, Alors le bail civil, c'est un peu la catégorie générique, c'est le bail de droit commun, c'est le bail qui donne le plus de liberté rédactionnelle à ceux qui souhaitent s'y soumettre, lorsqu'encore une fois une activité n'est pas prévue comme étant soumise à un bail en particulier, on utilise le bail civil. Alors là, c'est effectivement la liberté absolue des parties. On est libre de déterminer les délais qui sont ceux, et des congés, des préavis, etc. Donc, pas de difficulté particulière, à part que la difficulté est essentiellement rédactionnelle. Et là, je conseillerais effectivement à ceux qui souhaitent s'y soumettre à faire appel à des personnes qui sont averties en matière de rédaction de bail. Alors, on a la particularité, notamment pour les professions libérales, d'avoir la possibilité d'avoir aussi un bail mixte, en fait, professionnel-habitation. Tout à fait. Qui existe encore dans certains cas en Ile-de-France, même si c'est de moins en moins fréquent. Et alors, dans ce cas-là, comment ça se passe? Alors là, c'est tout à fait le contraire de ce qu'on voit en matière de bail civil, c'est-à-dire que le bail d'habitation, lui, il est régi aujourd'hui par la loi du 6 juillet 89, qui est d'ordre impératif. Et là, il n'y a plus de liberté de rédactionnel. En réalité, on est soumis à des dispositions qui sont d'ordre impératif, encore une fois, auxquelles on doit se soumettre de manière catégorique. Et pour ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est un peu particulier, puisqu'il s'agit de la personne qui exercera dans l'endroit où elle habitera. Donc c'est un bail mixte d'habitation et professionnel. On le voyait beaucoup auparavant dans le petit médecin de famille en province qui exploitait au rez-de-chaussée et habitait à l'étage. Je pense que c'est plus tout à fait le cas ni la configuration actuelle des baux qui sont signés par les professionnels. Alors le plus usuel ou le plus courant, c'est bien sûr le bail professionnel. Si vous pouvez nous en dire quelques mots, effectivement. Alors effectivement, le bail professionnel est celui qui vise directement les professions libérales. Alors c'est un tout petit régime en réalité, puisque c'est l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986. On n'a pas grand-chose. On nous dit simplement que le délai est d'ordre impératif, il est de 6 ans. Ce sont des baux de 6 ans. Et les préavis sont donc concentrés sur 6 mois lorsque le professionnel souhaite quitter les locaux. Et enfin, le bail commercial, dont vous avez parlé tout à l'heure. Alors le bail commercial, c'est la particularité, c'est qu'on a toujours tendance à penser que le bail commercial n'existe que pour les activités commerciales.
C'est un problème sémantique en réalité, mais depuis la loi LME, donc la loi de modernisation de l'économie, on accepte qu'effectivement les professions libérales puissent s'y soumettre. Alors là, on est un peu comme ce qui se fait en matière de bail d'habitation, on est sur des textes qui sont en partie d'ordre impératif et qui donneront une véritable protection à l'occupant. Donc, les bailleurs, eux, sont assez réticents dans le fait de concéder des baux commerciaux à des libéraux. Dès qu'ils peuvent échapper à cette obligation, ils le font. Mais pour l'exploitant, pour l'occupant, c'est effectivement la solution la plus la plus sûre en réalité, puisqu'elle permet un plafonnement du loyer à son issue, elle permet de rester sur 9 ans au niveau des mêmes locaux, et l'impossibilité pour le bailleur de donner congé, sauf à payer une indemnité d'éviction à l'occupant. D'accord, c'est très clair, merci. Alors, on voit que selon les baux, on a des libertés d'écriture qui sont plus ou moins imposées. Durée minimale, maximale, clause de rupture, révision, annexe à prévoir. Est-ce que vous pouvez nous revenir sur les quelques singularités en fait de ces différents baux ? Alors tout à fait, alors on le disait tout à l'heure, pour le bail civil, on ne va pas s'y appesantir, puisque effectivement il y a une liberté rédactionnelle qui est absolue, et là il faut faire attention, puisque le bailleur peut imposer un peu sous la forme d'un bail type toutes les conditions qui seraient favorables à son activité à lui, qui est de louer un local, au détriment du locataire, et vice-versa, le locataire plus averti sera en mesure de pouvoir bien négocier ses conditions. Là encore une fois, liberté rédactionnelle absolue, et il faut faire attention et se tourner vers quelqu'un qui est un rédacteur averti. Appel à quelqu'un qui maîtrise le sujet. Pour le bail mixte, habitation et professionnel, là la liberté il n'en existe pas, puisque tout le texte de la loi du 6 juillet 89 est d'ordre impératif, notamment pour une durée qui est de 3 ans, pour les préavis qui sont de 6 mois pour le bailleur, de 3 mois pour le locataire. Il y a des importantes restrictions quant aux possibilités d'exploitation d'autres activités que celles qui sont professionnelles. Et derrière, il y a une documentation annexe qui est relativement importante, avec les diagnostics de performance énergétique, avec toutes les vérifications des installations de gaz, d'électricité, etc. Donc en fonction de la date de réalisation des travaux de l'immeuble, ainsi que le diagnostic bruit dans différentes zones qui seraient soumises, et l'état des risques qui est aujourd'hui un document incontournable. Le bail professionnel, donc pour revenir sur ce statut particulier, oui. Alors sur le statut particulier du bail professionnel, on est un peu sur une catégorie de bail qui est hybride en réalité. Le statut est impératif dans le sens où la durée ne peut pas être supérieure ou inférieure à 6 ans. Pour tout le reste, on peut se soumettre aux dispositions des autres baux. On va dire qu'on peut aller piocher au niveau du bail commercial, on peut aller piocher au niveau des règles supplétives du bail civil, par exemple, ou même du bail d'habitation. On est libre de rédiger, c'est un mini-statut, mais qui ne rend impératif que la durée du bail. D'accord, rien d'automatique et d'obligatoire, donc en dehors des 6 ans. Et le bail commercial, alors lui, plus contraint, mais en même temps plus protecteur ? Alors tout à fait, moi, si j'ai tendance à proposer un bail à un locataire, à un preneur, ce serait effectivement un bail commercial, avec la possibilité qu'ont les professionnels de pouvoir s'y soumettre. Ils peuvent se soumettre au statut des baux commerciaux. Pourquoi ? Premièrement, c'est une durée. C'est une durée de 9 ans. C'est ce qu'on appelle vulgairement le bail 3, 6, 9. Le locataire, lui, a la possibilité de donner congé à l'échéance de chacune des périodes triennales, mais le bailleur, lui, ne peut donner congé qu'à l'expiration de la période de 9 ans. En réalité, pendant 9 ans, on est tranquille. Autre chose, c'est que le bailleur, s'il souhaite m'évincer, s'il souhaite mettre fin au bail, il est dans l'obligation, si j'ai respecté toutes les conditions qui étaient les miennes en qualité de preneur, de me verser une indemnité d'éviction. Donc en réalité, de me payer le coût de mon déménagement ou le différentiel de loyer que je paierais sur des logements équivalents. Et l'autre chose qui est la plus intéressante, c'est le plafonnement du loyer. C'est-à-dire que le bailleur ne peut pas, au bout des 9 ans, dire « je te renouvelle ton bail » et solliciter du locataire le règlement d'un loyer qui est plus important et qui serait celui de la valeur locative. Le loyer est plafonné, donc c'est vraiment la chose la plus intéressante, c'est-à-dire qu'en réalité, vous pouvez garder, en signant un bail commercial, un bail qui, à vie, sera pratiquement au même prix. Sauf si des conditions qui sont celles du déplafonnement de loyer sont réunies, mais qui sont très complexes. Avec une indexation toutefois qui peut être prévue contractuellement. L'indexation peut être prévue contractuellement tous les ans, elle est de droit tous les 3 ans. Donc tout ça, ce sont des règles qui viennent se coller un petit peu à la vie du bail et qui sont le choix des parties.
Ok, et il y avait une petite subtilité de renouvellement ou de tacite reconduction sur ce bail-là, me semble-t-il. Alors tout à fait, quand vous arrivez à l'expiration du bail, à l'expiration de la 9e année, le renouvellement du bail n'est pas automatique. On dit qu'il se proroge tacitement. D'accord. Alors là, il faut faire extrêmement attention, puisque lorsqu'il se proroge au-dessus de la 12e année, c'est-à-dire que si le preneur n'est pas averti, qu'il ne sollicite pas le renouvellement de son bail à l'échéance des 9 ans et qu'il laisse le bail se reconduire comme ça tacitement, se proroger tacitement jusqu'à la 12e année, là il peut avoir le risque du déplafonnement. Le déplafonnement du loyer devient alors automatique. Très bien. Merci beaucoup. Première question à Camille. Camille, vous êtes en relation avec les médecins libéraux dans leur choix juridique quotidien. Finalement, on vient de voir un petit peu, mais sur ces baux, le plus protecteur qu'un autre, on voit qu'il y a des avantages et des inconvénients. Si on revient un peu sur ces grands classiques, qu'est-ce que vous conseilleriez donc à nos médecins libéraux ? Alors pour les médecins libéraux, il y a principalement deux options en fait de bail, à savoir le bail professionnel et le bail commercial, avec chacun des caractéristiques spécifiques en termes de protection et de flexibilité. Donc on va revoir avantages et inconvénients pour chacun de ces baux. Concernant le bail professionnel, l'avantage pour le locataire, ça va être la possibilité de résilier à tout moment avec une sécurité de 6 ans minimum quand même, puisque lui, le bailleur, ne peut résilier qu'à échéance totale du bail. D'accord. Ensuite, point sur la révision du loyer qui n'est pas négligeable. La révision du loyer n'est pas une obligation légale dans le cadre d'un bail professionnel. Du coup, potentiellement, on peut quand même signer un bail qui ne se verra pas augmenter en fait au niveau du loyer. D'accord. En fin de bail, vous voulez dire même en cours de vie du bail. En cours de vie du bail. Si ce n'est pas expressément écrit dans le bail. Exactement. Si c'est prévu contractuellement, là oui, on aura une révision du coût du bail en cours d'année potentiellement. L'inconvénient du coup principal du bail professionnel, ça va être l'absence du droit au renouvellement automatique, comme l'a évoqué Maître Cardoso. C'est-à-dire que le bailleur peut décider de ne pas renouveler le bail sans garantie du coût d'indemnité dans le cadre d'un bail professionnel. Donc là, sans protection. Là, exactement. Que du jour au lendemain, on peut se retrouver finalement à la porte sans activité. Au bout des 6 ans. Très bien. Voilà. Concernant le bail professionnel, donc l'avantage pour le locataire, c'est justement ce droit au renouvellement automatique et à l'indemnité d'éviction. Donc la stabilité au long terme quand même aussi sur 9 ans. Ce qu'on a vu absolument tout à l'heure. Ouais. Voilà, donc c'est beaucoup plus stable pour un engagement à long terme. Tout à fait. Très bien. L'inconvénient du coup, donc, c'est que les clauses sont beaucoup plus rigides en fait que le bail professionnel, et on a notamment une révision triennale qui est obligatoire. Donc là, c'est une obligation légale de révision du loyer tous les 3 ans. D'accord. Oui, je vous en prie. Juste alors en conclusion, je voulais juste préciser que le bail commercial est plus adapté pour un médecin en fait qui souhaite une stabilité au long terme. Après, le bail professionnel représente quand même des garanties, même si elles sont un peu moindres, mais qui sont quand même assez sécurisantes. Et je reprends ce que disait Maître Cardoso tout à l'heure, un bailleur de toute façon sera moins enclin à signer un bail commercial, puisque beaucoup plus contraignant pour lui, avec cette obligation en fait de garantie d'éviction. Entendu. Alors, est-ce que, toujours Camille, dans ces baux et cette rédaction, est-ce qu'il y a finalement des clauses dont il faut se méfier ou des clauses qu'il faudrait imposer justement pour être sûr d'avoir la meilleure protection ? Alors oui, il faut être attentif à certaines clauses qui peuvent avoir un impact majeur du coup sur les droits et obligations du locataire. La première clause, ça va être la clause de destination. C'est la clause en fait qui vient préciser l'activité du médecin. Donc là, une clause trop restrictive pourrait limiter les activités. Donc l'idée, c'est qu'on préconise de formuler de manière large les activités qui vont être exercées. Pour exemple, on va inclure toutes les activités connexes à la médecine générale pour anticiper en fait les évolutions de la profession. Ensuite, donc, être attentif à la clause de révision du loyer. Donc, c'est la clause qui va venir fixer en fait les modalités de révision du loyer. Et du coup, là, j'invite tous les médecins à être très attentifs à l'indice utilisé. En fait, dans le cadre d'un bail professionnel, on a une liberté en fait sur les indices pour l'indexation. Et en fonction des indices, on a une volatilité qui est plus ou moins importante. Les fameux indices, soit sur la construction. Exactement, l'ILAT, ICC, exactement. Donc là, on préconise plus en fait d'utiliser l'ILAT, notamment, parce qu'il est moins volatile. D'accord. C'est l'indice sur les loyers des activités tertiaires. Exactement, complètement. Les acronymes sont... Complètement. Ensuite, la clause de garantie solidaire. Donc ça, c'est une clause qui peut engager le locataire à être solidairement responsable en fait des dettes en cas de sous-location ou de cession de bail au nouvel acquéreur en fait du bail.
Donc là, ça peut poser problème. Ouais, c'est une responsabilité du coup lourde en cas de défaillance du sous-locataire ou du cessionnaire. D'accord. Donc là, pareil, préconisation, prévoir une fin de garantie après une certaine période, la plus courte possible. D'accord. On a également donc la clause de renouvellement et d'indemnité d'éviction. Donc j'attire l'attention sur le fait que certains bailleurs en fait vont essayer dès le départ d'inclure une clause de non-renouvellement avec une absence de garantie en fait d'éviction. Donc ça marche pas. Il faut être attentif sur ce point-là dans le bail. Et d'ailleurs pour le bailleur c'est compliqué à justifier légalement parce que c'est quelque chose de légal normalement. Donc là, la préconisation, c'est qu'on insiste sur l'indemnité d'éviction pour bénéficier de la protection financière en cas de reprise du local par le propriétaire. Et l'indemnité, elle va venir couvrir en fait le préjudice subi qui inclut la perte de clientèle. Ensuite, donc la clause de travaux et charges, être attentif également là-dessus. Certaines clauses imposent au locataire la prise en charge de travaux, y compris les travaux en fait qui relèvent normalement du bailleur, à savoir tout ce qui relève du gros œuvre et de la mise aux normes. Donc là, pareil, préconisation, en fait, inclure juste les réparations d'entretien courant et exclure les travaux de structure et de mise aux normes des travaux. Dans tous les cas, faire attention à bien rédiger du coup une répartition détaillée des charges pour éviter les mauvaises surprises. D'accord. Avant-dernière clause, du coup, avant-dernier sujet d'attention, la clause de résiliation anticipée pour manquement aux obligations contractuelles. Donc c'est une clause là qui va venir autoriser en fait le bailleur à résilier le bail en cas de manquement aux obligations du locataire, par exemple oubli de paiement du loyer ou non-respect de la destination. Donc là, veillez à intégrer en fait un délai de mise en demeure pour corriger tout manquement à l'obligation avant que le propriétaire vienne et hop résilie le bail d'un coup. D'accord. Donc on voit quand même qu'il y a pas mal de subtilités dans tout ça, Maître Cardozo. On peut écrire plein de choses dans un bail. Tout à fait. Alors, je ne serai pas plus clair ni précis que l'a été Camille, mais en réalité, pour ce qui nous concerne, nous, tout dépend en réalité du statut protecteur qu'a voulu donner le législateur à l'occupant. On l'a dit, le bail civil, ce sont des dispositions supplétives. Effectivement, on fait ce qu'on veut. Dans le cadre du bail commercial, on a souhaité protéger le commerçant. Dans le cadre du bail d'habitation ou mixte habitation professionnelle, on a voulu protéger l'habitant. Plus il y a une protection importante, moins il y a de liberté rédactionnelle en réalité. Alors je rejoins absolument Camille sur son choix délibéré quant à la protection qui est offerte par le bail commercial. On va dire que le bail commercial, lui, il est basé sur une ossature qui permettra évidemment une plus grande protection. Et de plus en plus, la loi va dans le temps, et dans le temps, on améliore de plus en plus la protection du commerçant et de l'occupant. Donc effectivement, on sera sur une ossature rigide qui permettra la protection de l'occupant, tout en permettant une petite liberté contractuelle sur les choses un peu plus, on va dire, usuelles, qui sont par exemple la clause d'indexation que vous évoquiez. Très bien. Alors, moi, je suis simple médecin. Demain, je m'installe. Je n'ai pas d'autre forme juridique en fait que mon statut libéral. Finalement, est-ce que j'ai l'opportunité de signer n'importe quel type de bail ? Alors, on va dire que c'est un peu la profession libérale. Les professions libérales, de manière générale, sont les enfants pauvres de la protection qui est conférée par le législateur à l'occupant. En matière donc, de profession libérale, il n'y a que deux baux qui sont possibles. Le bail professionnel et le bail commercial. Donc, le bail professionnel par les effets de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et les baux commerciaux, dont tout le statut protecteur est prévu par les dispositions LR 145-1 et suivants du Code de commerce. Donc on exclut le bail civil finalement. Exactement. D'accord. Et alors en revanche, si je prévois d'avoir un exercice en groupe et notamment pour certains d'entre vous s'installent en SCM, en CISA ou en SEL, Société d'exercice libéral, est-ce que ça change quelque chose en fait dans les baux que je peux signer ? Tout dépend de la nature et des obligations qui sont celles de la société en question. Une SCM, c'est une mise en commun de moyens en réalité. Elle n'a pas pour objet social une activité professionnelle, mais simplement la mise en commun de locaux. Par conséquent, le bail, on n'aura pas le choix, excusez-moi. On est forcément dans un bail civil ou commercial. Exactement. Voilà. C'est-à-dire que ça exclut le bail professionnel. Exactement, pardon. Elles peuvent signer en revanche un bail civil commercial, tout à fait. Et les CISA et les SEL, elles, en revanche, effectivement, peuvent signer des baux professionnels ou commerciaux, puisque leur activité le leur permet. On considère qu'elles ont une activité finalement professionnelle en tant que telle. Tout à fait. Ok, très bien. Alors,
Et autre petite distinction, on entend de plus en plus parler dans les médecins qu'on accompagne de contrats de mise à disposition qui ne sont pas à proprement parler des baux. La frontière est mince, elle se fait souvent au cas par cas. Qu'est-ce qu'on peut finalement, comment vous pourriez décrire le contrat de mise à disposition de locaux par rapport à un bail classique? Alors, la mise à disposition de locaux, on va dire que c'est le stade ultime de la SCM en réalité. Elle est très pratique. Pourquoi? Puisque aujourd'hui, il y a une flambée des prix de l'immobilier, il y a des difficultés qui sont liées à la normalisation notamment des établissements qui reçoivent du public. Et généralement, on se retrouve dans des situations où vous avez des pôles multimédicaux, où il y a un secrétariat pour tous, où il y a une salle d'attente pour tous et des locaux utilisés par chacun des praticiens ensuite. Là, on va dire que là, ce n'est plus simplement la location pour le praticien qui prendra un des locaux qui sera effectivement dans ce pôle multimédical. Ce ne sera pas la location qui formera l'élément essentiel du contrat, mais la mise à disposition de prestations de services qui sont par exemple l'accueil, l'accueil téléphonique, les parties communes, les salles de réception que tous les praticiens auront en commun. La difficulté qui se pose, c'est qu'on rentre donc dans un champ qui se rapproche de celui du bail civil où on peut faire un peu ce qu'on veut. Et là, de nouveau, il faut faire très attention à la protection du praticien qui, lui, se verra soumis, on va dire, à la liberté contractuelle et il faudra qu'il soit vigilant. Très bien, donc en synthèse, c'est plus locaux plus services égale contrat de mise à disposition finalement. Tout à fait. Très bien, le temps passe. Nos 20 minutes sont écoulées, ça a été très vite. Nous espérons que ce contenu vous a permis d'avoir le minimum d'informations. Bien sûr, vous retrouverez toutes ces indications et tous les détails en fait, de cette émission dans la fiche 20 minutes chrono qui est donc en bas de page de l'émission. Si vous avez des questions, Camille est joignable, comme je l'ai dit en introduction, au numéro unique régional 01 45 45 45 45 pour vous apporter bien sûr un premier niveau de réponse qui peut être ensuite complété bien sûr par un avocat quand il s'agit de rédiger l'ensemble des documents permettant de vous engager. Merci à tous de votre écoute, merci à vous deux pour la clarté de vos propos et à très vite donc pour une nouvelle émission de 20 minutes chrono.